un bon temps de questionnement. Et les premières questions, je crois, sont celles de Fabien. Jour de la responsabilité, bonjour. Vous avez posé les premières questions. J'invite peut-être Anastasia et François. Devant. Oui, venez vite ici. Sur la dernière présentation, ça amène plus de réflexion que de questions. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une tension qui rassemble un peu toutes les autres, c'est la relation formation-emploi. J'ai visité récemment des laboratoires du CHU, ici à Grenoble. La personne qui m'a fait visiter ces laboratoires me dit mais on ne sait plus comment former les gens à l'école, parce qu'en fait quand ils se retrouvent dans les laboratoires, en fait c'est plutôt la même manière de fonctionner. J'ai l'impression que c'était un petit peu ça que vous souleviez, et ce qui m'a amené à des choses que j'ai un peu travaillé, mais peut-être qu'une des compétences clés qui est attendue, c'est la compétence de réflexivité de la part des opérateurs. C'est une remarque, une question, comment vous pouvez la développer finalement dans ce cas-là. Et ça va rejoindre quelque chose, moi je pensais, tu vois, la partie esprit critique qu'on essaye de développer chez nos chercheurs, la partie réflexivité, comment est-ce qu'on fait face, comment est-ce qu'on analyse la situation, comment est-ce qu'on prend du recul par rapport à ce qui se passe. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que je passais pour un vieux machin à parler de ça, et super génial, ChatGPT est arrivé. Et ça c'est génial parce que ce que vous obtenez, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous réfléchissez avec ça? Et finalement, cet outil comme le disait notre collègue ce matin, nos étudiants l'utilisent tous aujourd'hui. Pas de souci. Et quand on les fait réfléchir sur comment est-ce qu'ils l'utilisent et développer leur activité réflexive par rapport aux résultats qu'ils obtiennent, là je trouve qu'on a retrouvé un levier hyper opérationnel, hyper moderne pour eux. Vous obtenez un résultat, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont les sources? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on valide, qu'est-ce qu'on ne valide pas? Pourquoi? Comment? Wow. Cette question de réflexivité par rapport à un outil, dans le cadre de ce qu'ils connaissent de leur vie professionnelle, parce que leur profession c'est étudiant, je trouve qu'on a un bon outil aujourd'hui enfin moi je m'en sers comme ça, qui nous aide à leur faire prendre du recul sur ce qu'ils obtiennent d'un outil et comment est-ce qu'ils l'utilisent. Je trouve que cette réflexion sur j'ai un outil, j'obtiens des résultats, comment est-ce que je questionne les résultats, comment est-ce que je questionne comment je l'utilise, on a la même chose quelles que soient les technologies qu'on met en œuvre. Et donc, mon Kobo, à quoi je m'en sers? Est-ce que le résultat que j'obtiens dans ce cas-là, il est pertinent? Pourquoi? Pourquoi pas? Et plein d'outils et de modèles. Je trouve que, comme tu l'as dit, je pense que ça nous pousse à développer cette compétence d'esprit critique, réflexivité par rapport à notre activité. À notre poste, quand on est opérateur, quand on est technicien, ou quand on a à concevoir ces systèmes-là. Comment est-ce que j'ai une pensée critique par rapport au déploiement des outils technologiques quels qu'ils sont? Ça a déjà été soulevé ce matin. Bon, voilà. Et puis, juste, j'avais noté, j'ai oublié cette question, mais il y a beaucoup de désertion par rapport à l'industrie du 4.0, est-ce qu'on sait? De désertion. Ils ne vont pas dans l'industrie. Moi, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à avoir des données, mais quel que soit le secteur d'activité. Hein. Moi, c'est une question que je me pose quand je vois tous les gens qu'on forme partout. Il manque du monde partout. Ils sont passifs. Je sais pas, vous promenez en ville. Hein. Il n'y a pas un restaurant sans qu'il cherche quelqu'un. On est d'accord, enfin, aujourd'hui, c'est ça. J'étais dans une ville balnéaire là, ce week-end. Il n'y a pas un magasin sans une offre d'emploi. Il ne peut pas manquer du monde partout, tout le temps. Où il y a des métiers qui sont désertés. Mais pour faire lesquels? Ou pas? C'est ça la question aussi. Hein. Je sais pas. Sans tomber dans les caricatures. J'ai l'impression d'être un vieux dinosaure, moi. Enfin, je ne questionnais pas mon emploi.
pendant longtemps. C'était normal de travailler beaucoup et point. Enfin, quelle est ma vie? Un garçon qui a 31 ans, bon, je ne sais pas s'il ne va pas passer à 80%. C'est pas une question que je me posais à son âge. Enfin, je lui demande comment il va, et il me parle de ses futures courses de triathlon. Jamais il commence par parler de son boulot. Jamais. Je dois être vraiment un vieux dinosaure. Merci. Fabien, tu as une question pour le Oui. premier exposé? Oh, j'en ai beaucoup. Juste sur les aspects des actions, parce que ta question portait aussi peut-être sur le fait qu'il y a des boîtes qui n'y vont pas, hein, dans ce sens-là. Et donc ça, c'est peut-être un point sur lequel on peut réagir, parce que on est en face d'une pression normative très forte. Hein. Tu disais allusion ce matin déjà sur le discours très prescriptif à l'égard des entreprises, allez-y, etc. Donc on a l'impression que tout le monde y va. Et puis quand on gratte un peu, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et donc dans l'enquête qu'Anastasia a lancée, ben, on a eu toute une série d'entreprises qui ont répondu. Et puis quand on gratte sur où ils en sont dans le degré d'introduction de la voie zéro, ils sont pas. Où ils cochent toute une série de cases. Et puis parce que certaines d'entre elles, on est allé les voir. Et puis on se rend compte que oui, en fait, ils ont introduit une machine sur un élément du process, mais tout le reste tout à fait traditionnel. Donc, il y a un gros décalage, et ça, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, entre le discours prescriptif massif sur la question et la réalité, en particulier des PME que nous avons observées. Et puis juste une petite remarque, j'ai pensé aussi à quelque chose qu'on a pu voir dans cette enquête et qu'on a décidé d'aller creuser un peu plus en détail. En fait, on se rend compte que les managers, en tout cas dans le cadre de notre étude, ils n'ont pas la même perception de ce qu'est l'heuristique 4.0. Parce que je crois que vous avez dit les réticences par rapport à aller vers l'heuristique 4.0, mais la temps d'interprétation. Et en parlant en fait avec les managers, il y a un qui va dire ah ben c'est qu'on appelle un heuristique 4.0, non, on fait ça depuis 10 ans. Pour nous, c'est pas la révolution. Il y a ceux qui vont parler d'évolution. En fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Je crois qu'on va parler d'une vraie révolution quand il s'agit d'une boîte qui doit complètement repenser ses processus, son business model. Mais en fonction du secteur, en fonction de la maturité, en fonction de plein de choses, l'heuristique 4.0 il ne sera pas être conçu de la même manière. Donc en fait c'est assez ambigu comme constat. Est-ce qu'on va vers un heuristique 4.0, 5.0, 6.0, je suis d'accord. Donc voilà, il y a aussi cet aspect à prendre en compte, je crois. Comment est-ce qu'on s'y positionne, comment est-ce que les entreprises s'y positionnent. Aussi, il y a eu un point qui a été soulevé plusieurs reprises, c'est le décalage de perception de la dureté des postes des opérateurs par les managers. Parfois, il y a un décalage assez effrayant, une absence de prise en compte de la réalité opérationnelle. Pourquoi on fait une différence entre industrie tout court et 2.0 Pourquoi on fait pas une différence? Nous, là, quand on forme des ingés, qu'à la fin de la formation, ils n'ont pas travaillé en industrie, avant c'était 100 000, j'en sais rien, maintenant on en voit tous les jours. C'est pas pour ça que ça fait une grosse foule, mais on en voit tous les jours. Donc ils ont pas testé l'industrie 4.0 pour Colombie, ils n'ont pas testé beaucoup la partie industrie, ils ne montent pas quand même. Je crois que ça dépend encore une fois de quel point de vue on regarde sur l'industrie 4.0, parce qu'on peut dire que l'industrie 4.0 c'est un label inventé en Allemagne pour relancer l'industrie manufacturière. Oui, on peut penser que c'est plus attractif, voilà, finalement le résultat n'est pas trop bon. Et c'est ça qui est intéressant de voir, parce qu'il y a vraiment les entreprises qui acquièrent cette vision labellisée, ils veulent devenir Factory of the Future, ils veulent devenir entreprise 4.0. Il y a ceux qui sont plus dans le point de vue critique, qui pensent que l'industrie 4.0, ça veut rien dire. Nous, on fait la digitalisation, on fait l'intégration des données, on n'appelle pas ça l'industrie 4.0. On avait cas avec l'entreprise qui était labellisée Factory of the Future, mais il dit, chez nous, on n'en parle pas, parce que si on va parler avec les opérateurs, ils vont se perdre.
chez nous, c'est l'amélioration continue, parce que demain, on va parler des l'IA, après, on va parler de, je ne sais pas, une autre technologie, et l'AMC 4.0 ne sera plus perçu de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu avec les pincettes, en fait, ce concept. La façon dont c'est présenté, légitimé, tout ça par le manager est plus important. Ah bien. Une autre question Oui, dans la présentation, je trouve ça très intéressant de passer de cette logique très prescriptive. Je me demandais d'ailleurs une mini-question, d'où venait ces logiques prescriptives, d'une littérature académique ou d'une littérature très professionnelle? Non, académique, mais en management. En management, donc c'était des recommandations finalement. Ouais. Et puis même dans la consultance, si on va aller dans la consultance, c'est souvent One Best Way, voilà, on a une technique qui va faire... Il y a des recommandations que vous nuancez finalement à la fin, disons peut-être des choses qu'on retrouve. C'est des études qui repèrent un certain nombre de facteurs critiques et puis qui transforment, qui modélisent en fin de parcours en disant ben, voilà ce qu'il faut pour y aller, ouais, et si vous ne les avez pas, voilà. Et dans les profils qui ont émergé de l'analyse, c'est plus ce qui m'a intrigué, c'est le ROI. Je crois que c'est le dernier profil, avec la tension sur la soutenabilité quand même qu'on peut voir avec cette technologie-là. Je me demandais si c'était davantage pris en compte, cette tension-là, par le dernier type de manager, ou c'est que c'était quand même inclus dans les autres, mais vous ne savez pas trop comment le faire, vous n'avez pas trop une agency, comme vous le mettez sur une managerial agency, pour le faire, pour le prendre en compte, etc. Alors ici, donc on entre un peu dans la limite de la méthode d'analyse, parce qu'on était dans le questionnaire, et en fait, de base, tous les facteurs qu'on a présentés initialement au niveau des choix stratégiques et des aspects contextuels, ils sont tous évalués par le manager. Donc si on va prendre en cas par cas, on va avoir vraiment une vision, je veux dire, une histoire par réponse. Mais puisqu'on voulait quand même un peu ressortir les tendances plus généralistes, qui sont évidemment limitées à notre échantillon, ben malheureusement, on n'a pas pu, je veux dire, dégager à chaque fois les ROI. C'est juste, en fait, c'est les limites de la technique. En fait, les aspects qui étaient présentés dans le cluster, c'est les réponses qui étaient les plus souvent choisies par les managers et qui font que c'est les caractéristiques de ce groupe. Donc, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. C'est pas que ROI n'existe pas, mais c'est juste qu'il y avait plus de divergences en fait, sur ce point de vue. D'accord, donc le questionnaire, c'était la traduction du cadre analytique avec les différents types de ressources. Et le questionnaire permettait de voir ensuite dans l'analyse comment il y avait des combinaisons qui se formaient. Exactement. Et donc le dernier type que j'appelle les bad guys, ceux-là, ils sont effectivement de manière très significative avec un ROI court terme. Mais on ne sait pas quels sont les indicateurs dans le dispositif. On est dans de l'autodéclaratif, hein, donc eux ils doivent se situer sur une échelle et dire nous on attend des résultats à court terme, moyen terme, long terme. Oui, on était vraiment dans la perception, on n'était pas dans les questions qui mesuraient la présence de telle technologie, la présence de tel choix stratégique. C'était vraiment amener les managers à réfléchir sur le choix stratégique à prendre qu'ils sont en train d'implémenter dans leur boîte et aussi évaluer l'état actuel de leurs ressources internes dans l'entreprise. Question de Véronique, je crois. Pardon, de Erwan. Merci pour les présentations, très intéressant. Sur la première, enfin, j'ai beaucoup aimé votre typologie. Très intéressé par le quali qui va suivre, si j'ai bien compris. Et en particulier sur une question, alors je ne pense pas que dans le questionnaire vous voyez du tout, mais je trouvais ça intéressant évidemment, la stratégie, il n'y a pas que les managers qui la font, quoi, et si jamais il y avait des décalages entre, parce que je pense, alors en particulier dans des PME, que les employés ou les managers de proximité peuvent avoir leur propre vision à la fois de l'industrie 4.0, à la fois de la stratégie de l'organisation, et puis si jamais il y avait des décalages ou juste des débats, des discussions, quoi, percevoir ça, parce que ça ne me surprendrait pas qu'il y ait cette dimension-là. Je peux donner deux exemples. Ah, okay. Donc c'est deux poids différents. Dans le premier cas, en fait, on a pu l'observer dans plusieurs entreprises.
souvent dans les petites entreprises, donc comme on a parlé, il y a cette implication des opérateurs dans la prise de décision. Et en fait, il y a vraiment cette culture d'encouragement d'aller chercher les solutions et les proposer. Donc en fait, les opérateurs, ils sont dans une logique. Ah ben je vois qu'il a le moyen de faire mieux. Moi, je vais parler avec mon manager, je vais proposer une solution. Ça va jusque-là, ça ne va pas juste, il a une chose qui ne va pas, il vient avec une solution. Il dit, écoute, on teste, on achète. C'est très simplifié, mais donc, ça c'est, disons, une vision un peu encourageante, positive des choses, où on implique les opérateurs ensemble. Un autre cas que je trouvais assez intéressant, il avait une entreprise où on a interviewé 3 managers différents. Donc, il avait un manager qui un peu chapeautait toute la transformation digitale dans l'entreprise. Donc il avait un peu une vision globale, mais il était très ancré quand même manufacturier. Il était de base quelqu'un qui travaillait dans ce service-là, et donc il était un peu monté pour mener les transformations plus globales. Et on a eu un manager qui était de Custom Service. Et là, c'était très intéressant parce qu'en écoutant le manager issu de services manufacturiers, ben, il était là, oui, il m'a parlé, je ne saurais pas vous expliquer tous les détails parce que mon niveau industriel ne le permet pas, mais il donnait plein d'exemples d'amélioration des processus de production avec des exemples très concrets de machines. Et pour lui, ils étaient dans l'optique 4.0, ils allaient ouvrir une deuxième usine 4.0. Alors en parlant avec le manager Custom Service, il dit, moi je suis dépassé. Il dit, moi je trouve qu'on n'est pas du tout au même niveau. Il dit, pour moi, on doit d'abord trouver l'interconnectivité entre les services. Moi, je veux que ceux qui sont donc dans recherche et développement dans la production communiquent avec le service client parce que c'est notre produit. C'est pas juste le produit qu'ils ont construit, qu'ils ont produit. C'est aussi comment est-ce qu'on va interagir avec les clients parce que là aussi, ils ont aussi investi dans des interfaces interactif, etc. Et donc c'était assez intéressant de voir, et à la limite, en fait, il ne se faisait pas attendre par le big boss, qui est un peu le figure pro de l'entreprise, parce que c'est lui qui encourageait l'entreprise d'aller implémenter les nouvelles technologies. J'ai dit, ah ouais, donc petite boîte, hein, je crois qu'ils sont 100 personnes, et donc on arrive quand même à avoir des divergences au niveau managérial. Donc c'est assez ça, opposé. C'est le cadet qui peut le permettre de voir ça. Mais de toute façon, Emmanuel t'a donné la réponse, c'est-à-dire ils ont construit la technologie, puis après c'est au customer service d'aller trouver les clients. Qu'est-ce que vous avez comme problème? On a une solution. Dites-nous, trouvez-nous des problèmes. Ils savent faire ça depuis des années et ça marche bien. Sauf qu'il est là à la remorque. En écoutant vos résultats, Anastasia et François, j'ai eu 2 étonnements quant à ce qui faisait émerger les 4 configurations. Le premier étonnement, c'est, si j'ai bien entendu, il n'y a pas le type de produit ou le type de secteur industriel précis qui influerait pour être dans l'une ou l'autre des catégories. Intuitivement, je me disais, ça va jouer, on va être plus ou moins poussé à faire un certain type de 4.0 parce qu'on est dans l'effet conducteur plutôt que dans la chimie, plutôt que dans etc. Comment vous prenez cette absence? De nouveau, les limites techniques de l'analyse. En fait, au niveau de l'échantillon de notre questionnaire, la diversité des secteurs d'activité était telle que quand on essayait de passer... En fait, à la base, on avait inclus le secteur dans l'analyse parce que la littérature montre que, et on le sait, et quand je suis allée sur le terrain, je le vois, il a l'influence quand on est dans les secteurs technologiques où on doit travailler de base avec des produits de haute qualité, on doit vraiment s'assurer que la qualité de produit est conforme aux exigences de clients. Là, on est vraiment dans une logique très concrète, très visée technologie, mais si on va vers producteurs, alimentation, de petites boulangeries qui se voient en transformation, où la vision est différente. Et donc, pour revenir à l'explication, malheureusement, la diversité des secteurs compris dans notre échantillon elle était telle qu'on n'arrivait pas en fait d'avoir les... il n'y avait pas de tendance, de similarités qu'on pouvait identifier au niveau des clusters, malheureusement. Mais c'est là où, voilà, la limite de la recherche qui se complète par après avec la recherche empirique qualitative. Alors, ceci dit, ce qui nous intéressait dans l'analyse, c'était moins
le type de technologie que les choix faits en matière d'implémentation. Hein. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'y vais, est-ce que je poursuis tel type d'objectif, est-ce que je prends des solutions standards ou pas, est-ce que j'attends un retour immédiat. Donc, c'est plutôt ça que... Hein, mais tu as raison de poser la question. Deuxième étonnement, justement, dans les motivations déclarées, les goals, plusieurs fois, au moins 2, sinon 3 sur les 4 configurations, il y avait les motivations environnementales. Ça aussi, ça bouleverse l'intuition. Des industriels qui veulent faire du 4.0 pour être dans la productivité, dans le rendement, très bien. Pour les motivations environnementales, est-ce que vous y attendiez et comment vous preniez cette déclaration? Alors, moi j'ai une explication assez simple, c'est que, en tout cas, des dirigeants d'entreprise qu'on rencontre aujourd'hui, même s'ils n'y croient pas spontanément, ils me disent, si on veut faire des emprunts, par exemple, auprès des banques, la première question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que vous faites en matière de développement durable? Oui, mais vous que et donc, ils n'avaient pas besoin de vous dire ça. Non, mais donc ça veut dire que les responsables d'entreprise intègrent, parce que ça fait partie des pressions institutionnelles aujourd'hui sur le développement. Et je renvoie la question du coup à Daniel, Frédéric et tous les spécialistes de génie industriel de la salle. Est-ce que c'est fréquent d'avoir des industries qui se lancent aussi pour des raisons environnementales dans le 4.0? Vous avez perçu ça? Je ne sais pas si elle se lance volontairement. J'ai pas dit volontairement, moi. Volontairement pour l'environnement, par contre, il peut y avoir une impression, au minimum une impression, à vérifier, à justifier, que certaines technologies peuvent rationaliser un certain nombre de pratiques, diminuer un certain nombre d'empreintes carbone, ne serait-ce que les déplacements en avion, par exemple, qui peuvent être limités, et qu'on peut mieux contrôler avec des dashboards l'ensemble de l'activité. Après, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que ça ne crée pas des surcoûts environnementaux cachés? Le bilan global est difficile à construire aujourd'hui. Chez Schneider Electric, vous faites le lien visée environnementale chez vous et 4.0 ou c'est deux champs parallèles qui vivent leur vie? Ça commence à rentrer quand même vachement au niveau. Quand je vois l'usine, ils ont fait tout le suivi consommation énergétique qui passe avec l'installation de capteurs, du suivi et vérifier la performance énergétique notamment. À part ça. Oui, il y a tout un sujet pour faire en sorte que quand les machines ne tournent pas, quand on ne produit pas, on ne consomme pas. Et ils sont en train de rajouter de l'IoT partout sur toutes les machines pour aller dans le détail précis de chaque consommation, etc. Rajouter des panneaux solaires pour encore plus équilibrer, etc. Donc vous observez une très bonne convergence entre le techno 4.0 et du Enfin, on est au premier niveau, c'est-à-dire on est à la mesure, comme ça a été dit. Mesure, après diminuer, et après voir où est-ce qu'on en est en termes entre l'amélioration et les enjeux planétaires. Il y a encore quelques pas à faire, mais c'est le début. Parce qu'entre la baisse de la... Enfin, moi je suis dans un espace tertiaire, entre la baisse de la température dans les bureaux et ce que ça a fait gagner en termes de consommation énergétique, c'était pas énorme. En termes de confort, ça s'est fait sentir. Et tout le monde avec sa chaufferette électrique. C'est très basique comme analyse, mais là pour le coup... moi j'avais, il y a 15 ans, une entreprise comme ça, on veut baisser notre consommation électrique sur cet atelier-là. Ouais, mais il n'y avait même pas de compteur, quoi. Donc voilà, on a commencé comme ça. D'abord... Après, il ne faut pas tomber dans le cliché inverse. C'est pas parce qu'on utilise de la technologie que c'est nécessairement très fortement consommateur. Si je prends les PC qu'on a devant nous, si on travaille en local, si on n'utilise pas de l'IA en réseau, c'est pas si dramatique que ça, beaucoup moins dramatique que l'empreinte carbone du numérique dans son ensemble. Donc il y a vraiment un usage à penser. Et peut-être que le principal problème, c'est pas tellement d'avoir des PC, mais c'est la durée de vie des PC qu'on utilise. Si on a des PC qui durent beaucoup plus longtemps, oui, pourquoi pas, le numérique n'est pas mauvais en soi. C'est la façon dont on l'utilise et dont on se projette dans un renouvellement trop rapide à l'heure actuelle. Pour en revenir à ce que je disais, l'attractivité de l'industrie, ça a été évoqué à un moment.
Et une vraie question, quoi. Est-ce que l'industrie est finalement le fossoyeur de l'environnement? Pour certains, c'est une perception super rapide, un résumé hyper rapide et potable. Là, je travaille pour un think tank sur un rapport éco-anxiété et industrie. En fait, la partie éco-anxiété vraiment dure, qui touche au pathétique, enfin, au pathologique, pardon. La partie fatigue. Non, c'est ça, faut pas m'en vouloir. Donc, qui se transforme vraiment en aspect maladie, c'est 10% à peu près. C'est déjà énorme. Hein. 10% de quoi? 10% de la population qui souffre d'éco-anxiété en train d'être malade. 10%. C'est beaucoup et pas beaucoup. On a deux manières de le voir. On peut rajouter 10% pour qui l'impact sur l'environnement, c'est essentiel. Essentiel au point de changer ses comportements, ne pas aller dans telle entreprise plutôt que telle autre, ne plus prendre l'avion, voilà, des choses comme ça. Donc là, on arrive déjà à 20%. Ça modifie, par exemple, des modes de recrutement pour certaines entreprises parfois. Dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, j'avais une réunion il y a quelques mois avec Orano. Orano, ils sont surpris d'avoir aujourd'hui des gens en milieu de carrière qui viennent chez eux, parce que le nucléaire, contrairement à ma génération, qui suis un vieux, hein, nucléaire, nine bunker, moi, c'est pour eux, aujourd'hui, ils vont chez Orano parce que c'est de l'énergie décarbonée. Hyper perturbant pour cette entreprise, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de motivation, et des nouvelles personnes chez eux. Un peu déstabilisant. Où ils ont plutôt une vision très sûreté, secret. Communiquer, on est les meilleurs sur l'environnement. Non, c'est pas leur culture. On continue. D'autres questions ou réactions? Ouais. C'est quand même un peu plus un détail, mais François, c'est après 10 ans en Amérique du Nord. Enfin, je suis un peu la dimension culturelle peut-être de la roadmap que tu présentes au départ. Parce que tu sais, ça me fait penser, alors est-ce que c'est Veik là, avec l'armée tchèque qui est perdue dans les Alpes, et puis il retrouve le bon chemin alors qu'il n'a pas la bonne carte du bon moment? Et ben, ces roadmaps là, qui à ma connaissance, de mon point de vue, peut-être trop européen ou quoi, n'indiquent absolument pas la route qui va être suivie pour le changement. Tous mes amis nord-américains, s'ils n'avaient pas ça en poche pour gérer le changement dans leur organisation, étaient perdus, et j'aurais pu leur dire que mais c'est pas du tout la route que vous allez suivre, mais par contre c'était ça. Et puis alors pour le coup, on faisait les étapes l'une après l'autre, etc. Il y a une confiance et une attente de la règle qui est vraiment très différente de ce que moi je pouvais faire. Et donc j'aurais bien, alors volontiers, une analyse un peu culturelle, tu vois, de ce type d'outils. Ça me semble être des outils de planification du changement. Moi j'ai vu Desjardins, là, c'est une grande banque mutuelle. Ils étaient 35 dans le service Change Management. Ils disaient, ah mais c'est génial, vous devez faire des trucs géniaux et tout ça. Et c'était des checklists, là, tu cochais, si dans l'agence il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Moi, ça m'aurait aidé en rien pour gérer le changement. Eux, je pense que c'était exactement ce qu'il leur fallait. Donc, toi, la roadmap, là, j'aurais bien l'analyse un peu culturelle. Un des types présentés par Anastasia correspond assez bien à ça, hein, où ils ont effectivement plutôt suivi une démarche relativement... c'est celui avec les grands groupes, hein, c'est ça, c'est le premier type. Oui. Voilà, hein, donc quand ils appartiennent à des grands groupes, ils ont déjà des démarches structurées qui viennent du groupe, etc., qui les aident en fait, qui devient un atout pour eux, pour dire bon ben ça va, on a des points de repère, on a notre carte des Pyrénées dans la tempête de neige dans les Alpes, et on arrive à trouver son chemin malgré tout. Donc ça intervient. Mais donc ce qu'on a voulu faire ici, c'est de dire il n'y a pas une voie unique, hein, et ce qui est bien, ce qui nous a frappé dans ces roadmaps, c'est qu'elles sont plutôt homogènes, quoi. Il faut le support du top management, il faut des ressources financières, il faut une culture technologique parmi les opérateurs. Voilà, la liste elle est pratiquement la même chaque fois. Et nous, ce qu'on a pu voir, c'est de dire non. Parfois, il y a des boîtes qui n'ont pas de ressources financières, mais qui y vont quand même. Parfois, il y a des boîtes où ils reconnaissent que les compétences technologiques des opérateurs ne sont pas bonnes, mais qui y vont quand même. Alors, ils y vont de manière isolée, à court terme, etc. Mais ils y vont. Hein. Donc ça au fond, si un des outputs qu'on peut amener à la fin de notre recherche, c'est de dire il n'y a pas une roadmap, il y en a plusieurs, et donc choisissez celle qui correspond à votre configuration de ressources. Quoi.
plutôt ça qu'on... Juste C'est peut-être plutôt ça, pour mais ça. compléter justement sur le côté, est-ce qu'on veut être vraiment encadré par la solution ou pas. Les entretiens qu'on a menés après avec la plupart des managers qui ont participé dans ce questionnaire, en fait, sur les questions d'accompagnement dans les changements, où ils sollicitent souvent, que ce soit de la part de consultants, que ce soit l'appel à des subsides ou des programmes mis par les pouvoirs régionaux, il y a quand même ce côté, on veut que nous attendons. Parce que, je veux dire, les managers, ils ne veulent pas justement qu'on vienne avec des solutions toutes faites et qu'on essaie de coller la bonne solution à leur réalité. En fait, ils ont... Alors, il y a deux approches. Il y a soit les PME qui sont déjà assez avancées dans leur logique digitale et en fait, ils ont une vision très précise de ce qu'ils veulent et puis ils vont entrer dans les négociations avec un consultant ou autre. Ils vont trouver un terrain d'attente où en fait les besoins sont rencontrés par les solutions. Et il y a des managers qui sont souvent au début de la démarche et là, ils veulent à la limite être amenés par la main, mais qu'ils soient écouter parce que les remarques qu'on entend souvent, notre secteur il est différent. Notre business il est très particulier, on fait des machines que personne ne fait. Les solutions qui sont chez nous, on ne peut pas les trouver chez les autres, j'arrive pas à trouver les fournisseurs. Donc en fait, c'est justement, je ne sais pas si c'est culturel, peut-être que ce sera justement un terrain de recherche vérifié, européen, américain, asiatique. Mais c'est vrai qu'il y a cette envie de faire à leur façon, que ce soit vraiment très customisé, très Sur mesure. oui, exactement, sur mesure. Je voudrais aussi qu'on revienne sur une liste proposée par Emmanuel sur les compétences nécessaires pour l'industrie 4.0. C'est risqué à faire une petite liste. Et je ne crois pas avoir vu dans les compétences nécessaires les compétences sociales, les fameuses soft skills. Or, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que même si c'est paradoxal, plus c'est processé, digitalisé, etc., plus on a besoin de compétences sociales. C'est notamment un des résultats très empiriques que Véronique avait dans sa thèse il y a un an et demi, parce qu'on a besoin, pour tracer et comprendre les anomalies, de pouvoir interagir avec beaucoup de gens. Oui. C'est un beau résultat, Véronique. Comment tu entends ça, Emmanuel? Est-ce que ça Parce que, tu vois, j'avais mis en bas une liste de compétences qui étaient plutôt transverses, qui étaient plutôt de ce niveau-là, justement, qui étaient plutôt soft skills. Voilà. Et, il y avait créativité, créativité, conduite du changement. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison. Moi, je partage complètement ce point de vue aujourd'hui. C'est-à-dire que, au-delà des compétences techniques, pour faire rapide, je suis convaincu que plus on a de déploiement technologique tel qu'on le voit dans l'approche 4.0, et surtout avec, je le dirais comme ça, cette incertitude technologique, mais aussi le fournisseur d'environnement très incertain, et comme ça a été soulevé, il y a un lien plus complexe qu'il en a l'air. Enfin, on a dit, on n'est pas dans une logique de stratégie qui descend top-down sur ces sujets-là. On a vraiment une partie émergente, surtout dans les PME, où la conduite du changement, elle se fait aussi de manière opérationnelle, mais aussi pilotée par une des thèses que je suis, elle est ingénieure en conduite du changement. Voilà. Donc c'est à elle de déployer les nouvelles technologies sur un site qui est censé être le site de référence mondial. Ok. Donc le couplage R&D, produit, procédé, organisation, c'est son job au quotidien. Puis, comme c'était soulevé, non seulement c'est au quotidien en France, mais elle doit déployer ça en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Alors, bon, de temps en temps, elle a le temps d'avancer 3 pages sur sa thèse. Mais quand elle est dans l'avion. Mais comme tu le dis, pourquoi est-ce que je l'ai prise en thèse? Parce qu'elle a ses compétences humaine extraordinaire. Moi, la première fois, je la connais depuis qu'elle était étudiante en Master 1 à cette époque-là, en apprentissage. Je rentre dans l'usine, elle y était depuis 3 mois. Bonjour, je viens voir Caroline. Caroline, elle est là-bas. Et tout le monde la connaissait dans l'usine, au bout de 3 mois.
J'avais jamais vu ça, moi. Une apprentie, sur un poste conduite du changement à l'époque, au bout de 3 mois, tout le monde dans le site de production, allez, 500 personnes, tout le monde savait qui c'était. Waouh! Tu discutes avec son chef, tu vois que c'est une bête de course, quoi. En étudiante, elle était au premier rang, comme lui, pas un mot, discrète, quasi invisible. Je ne l'avais pas repérée comme étudiante. Franchement, je n'avais pas... Par contre, dans le milieu industriel, waouh, elle était chez elle. Donc il faut des compétences digitales, il faut des compétences sociales, et dans une conversation qu'on a eue hier, François qui disait, mais il faut aussi, et on ne le dit pas assez, des compétences métiers. Oui, Emmanuel l'a rappelé aussi. Hein. Donc ça nous paraît... En fait, le gros de la littérature aujourd'hui sur les compétences liées à l'industrie du futur, etc., met l'accent sur le digital et sur le soft, hein, ce dont on vient de parler. Donc tout ce qui est effectivement réflexivité, empathie, enfin toutes ces choses-là. Et donc, nous, on a fait donc une grosse recherche pour le groupe Orange sur l'avenir des métiers il y a quelques temps, où en fait tous les gens nous ont dit, mais attends, un technicien réseau, il faut d'abord qu'il soit un super bon technicien réseau, quoi. Et donc qu'il sache bien le métier, qu'il puisse challenger la machine, qu'il puisse dire, mais non, là, on l'a dit tout à l'heure aussi, il nous dit ça, la machine nous dit ça, mais en fait, non, c'est parce qu'elle part sur des mauvaises bases ou qu'on n'a pas donné la bonne information. Donc là, c'est vraiment le contenu du métier qui importe. Et je dis même, dans les comment dirais-je, les métiers qui sont les plus menacés aujourd'hui, ou considérés comme les plus menacés par l'IA notamment, il y a les comptables, hein, vous le savez, puisque désormais on pourrait tout faire. Mais ce que les études montrent, c'est qu'aujourd'hui il faut des super comptables, c'est-à-dire des gens qui sont capables de challenger un résultat sorti par la machine en disant mais non, ça c'est une aberration, voilà. Donc je crois qu'il faut, mais ça nous interroge aussi dans les institutions d'enseignement, hein, parce que ça veut dire que à force de parler soft skills, j'ai le plus grand respect pour les soft skills, mais à force de parler de ça, on en oublie qu'on doit former aussi des gens sur le contenu même du travail, quoi, de ce qu'ils vont pouvoir faire. En technique, en customer care, en comptabilité, etc. On voit bien que c'est en expertise du métier. Plusieurs réactions, je vois dans le stade, donc on commence à dire Thierry. Alors oui, juste un peu une question, je trouve un peu transversale par rapport à toutes ces questions-là, c'est que je me pose, et j'ai l'impression que depuis ce matin, c'est un truc, un peu un fil rouge, c'est la consistance finalement de l'industrie 4.0. C'est-à-dire au dehors du fait que ça nous permet d'obtenir des financements et aux industriels, aux chercheurs, et que après tout, c'est une bonne guerre, hein. Mais à chaque fois finalement, par exemple, toutes les questions que tu poses, j'ai dit, sur l'évolution des compétences. Ouais, mais si on parle simplement de modernisation des entreprises, pour prendre un mot très très vieux, hein, qui date des années 60-70, est-ce qu'on ne fait pas exactement les mêmes constats? Est-ce qu'on n'arrive pas exactement, effectivement, à dire, bah oui, mais attention, les soft skills, ça devient de plus en plus important. Bah oui, mais les soft skills sans les hard skills, ça quand même pas grand-chose. Sur l'industrie 4.0, bon, bah, vous avez un certain nombre d'indicateurs dans votre enquête, je trouvais ça super intéressant. Mais le résultat, c'est de dire, oui, on comprend vite que ce qu'ils appellent l'industrie 4.0 et la façon dont ils fait, c'est très très variable d'une entreprise à l'autre, que les roadmaps générales ne savent pas, etc. Et finalement, moi, c'est vraiment la question avec laquelle je ressors, c'est un peu comme je l'ai dit ce matin avec la robotique collaborative, si collaborative que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements d'échelle, mais le 4.0, l'idée derrière, c'est quand même la révolution industrielle, hein, ça a été très bien dit ce matin, il y avait vraiment l'idée d'une nouvelle révolution industrielle. Et finalement, en dehors de l'appellation sympathique, je me demande si ça ne nous perd pas un peu, parce qu'on n'est pas en train d'étudier un changement qui serait absolument massif, d'échelle, etc. Et donc j'ai l'impression que finalement, tous on voit que oui, il y a un vrai changement, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière, mais peut-être plus progressif et moins une rupture. Moins de rupture, quand même. Merci pour ce point de vue. Nathalie, tu peux intervenir? Oui, moi je voulais réagir sur la question des soft skills. Je suis souvent en contact avec des entreprises qui me disent, notamment dans le domaine de l'industrie, dans le domaine médical, notamment la fabrication de médicaments, de matériel, d'équipements, seringues et autres, qui me disent en fait on ne trouve plus personne, donc un métier en tension, et donc on recrute sur les soft skills.
On recrute sur des profils de gens qui sont motivés, qui vont dire bah oui, on est prêt, et puis après on va les former sur le terrain. Et si j'additionne ce qu'on a dit depuis ce matin, on recrute des gens qui ne sont pas du métier, qui ne sont pas formés à la technicité. Plus on leur fait travailler avec des cobots qui en fait font les gestes métiers. Et donc on ne transmet pas les gestes métiers à proprement parler, parce que c'est le cobot qui va faire le geste métier qui va être approprié. Plus après, voilà, on va travailler plutôt sur, dans l'aspect nouvelle technologie, on développe plutôt les aptitudes, soft skills et tout ça, parce qu'il faut s'adapter, il faut changer ça. Au final, et le métier, quoi. Et les métiers, et l'identité métier, et la fierté métier, et tout ça, ça pose vraiment question. Au final, quand on additionne un peu tous ces aspects-là, voilà, c'est une question. Mais là où je ne te suis pas tout à fait, Nathalie, c'est sur le fait que le cobot fait le métier. Là. Non, le geste. Je pense que dans les exemples qui ont été montrés par Thierry ce matin, ce n'était pas nécessairement le cas. Il y a le soudeur, quoi, c'est ce qu'il fait. Comment voilà, il y a le soudeur, c'est une grosse. Ben oui. Là, on est limite dans ce cas-là, mais sur les autres. Une intervention aussi de Frédéric, à nouveau. Oui, simplement sur les compétences métiers, je pense qu'il y a une difficulté. Les écoles d'ingénieurs et les formations en général n'ont pas changé dans leur durée. Et on a aussi bien besoin de modifier les compétences, enfin de former les étudiants à des compétences métiers traditionnelles. Un ingénieur mécanicien reste un ingénieur mécanicien, mais en plus de ça, on a besoin qu'ils appréhendent de nouvelles technologies. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui, en tous les cas dans les écoles, de dire comment est-ce qu'on donne le savoir-faire de base du métier, de génie industriel, génie mécanique, génie électrique, et simultanément, oui, mais il faut que ce soit des pros d'IA, il faut que ce soit des pros de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la fabrication additive. Et ça, c'est une véritable difficulté. J'entends bien le discours sur les compétences métiers, je pense qu'il est important, mais c'est une vraie difficulté de concilier tout ça, parce que les changements et le numérique perturbent le temps de formation, en tous les cas, aux différentes compétences. J'ajouterais qu'en plus, on demande aux ingénieurs d'être un manager comme les autres. C'est-à-dire que c'est à lui de conduire le changement, c'est à lui de piloter l'équipe, c'est à lui d'être en lien avec les DRH. Et là, souvent, il est encore plus faible. Mais la question, c'est aussi, derrière tout ça, qu'est-ce qui est nécessaire à procéder à l'entrée dans l'entreprise et qu'est-ce qui est développable en termes de compétences. Et est-ce que, par exemple, un bon ingénieur qui connaît bien les techniques, le métier, est-ce que c'est pas plus facile de le former en entreprise in situ sur les outils que l'on a choisis dans cette entreprise, plutôt que de chercher à le doper à dose massive de réalité virtuelle, augmentée, etc., et de laisser un peu de côté le contenu technique de son métier, quoi. Je pense que il se trouve que je fais le cours de réalité virtuelle à l'école ici, donc je vais rebondir là-dessus. En fait, ne pas le former du tout à la réalité virtuelle ou à faire la transformation des processus vers la réalité virtuelle, ça serait effectivement délicat. Sinon, il va y avoir des erreurs et il va y avoir le fait que les étudiants qui vont sortir diplômés vont dire ouais, la réalité virtuelle, ça fait ce qu'il y a dans les repas. Donc oui, on va déployer, ça va marcher. Non, c'est parce que tu as employé l'expression pro de la réalité virtuelle, quoi. Et donc là, il faut voir si l'école doit aller jusqu'au niveau pro. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un pro de la réalité virtuelle? Il y a les développeurs, il y a les vendeurs de logiciels, il y a les utilisateurs, il y a ceux qui vont effectivement préparer des modèles pour... et tout ça sont des métiers différents qui dépendent d'écoles potentiellement différentes et qui les préparent plus ou moins au métier. Dans une école de génie industriel, si on veut aller vers la réalité virtuelle, il faut qu'ils sachent au moins préparer quelques modèles, pas forcément les développer. Une dernière intervention. Juste sur la partie soft skills versus les compétences métiers. Enfin, moi, d'un point de vue industriel et ce que je vois dans l'entreprise, finalement, ce qui marche très bien, c'est les personnes qui ont un relationnel qui fonctionne bien, qui sont capables d'entretenir des relations avec différents corps de métier dans l'entreprise et qui vont savoir, quand il y a des problématiques qui arrivent, on n'est pas bon. Enfin, moi j'ai fait l'école industrielle, donc
j'ai pas des compétences techniques très poussées, mais je connais un peu tous les corps de métier, j'ai des relations un petit peu partout, et en fait, quand il y a des problématiques qui se posent, là où ça fonctionne bien et que ça va vite, c'est parce que j'ai toujours eu un bon relationnel avec les gens, et mes collègues qui fonctionnent de la même manière, ça fait qu'on réagit très vite, qu'on s'adapte très vite aux situations qui bougent et que ça avance bien. En fait, mais peut-être que vous avez aussi trouvé la bonne personne, oui, voilà, expert métier. Exactement, c'est que au fil débrouiller les choses. Ça fait 10 ans que je suis chez Schneider, donc en 10 ans j'ai eu le temps de rencontrer du monde. Voilà. Et du coup, de savoir vers quelle personne, vers quel service se diriger, c'est un truc qui est hyper important. Les fameuses knowing who, de compétences essentielles. Très bien. On voit que c'est pas si évident que ça, parce que pour organiser la journée d'aujourd'hui, on est obligé de prendre des gens qui ont fait toute leur scolarité en management, d'autres qui ont fait toute leur scolarité en ingénierie, donc il a fallu qu'ils acquièrent toutes ces compétences-là pour maintenant être capables de fonctionner. Nous, on essaye de nous faire croire qu'on veut former des gens qui savent faire ça avant d'avoir commencé à travailler, quoi. C'est parfois un petit peu délicat de penser sur ce point-là. Non, mais j'aimerais quand même une question là, parce que j'ai entendu que la reconversion des gens était importante. C'est là avec les évolutions du métier. Et j'ai bien compris, Manuel, tu as dit le CNAM fait ça, mais avec les 30 personnes que vous formez, probablement qu'on va réussir. Ça y est, mon cœur. Le CNAM, 60 000 auditeurs quand même, donc voilà, ça va. Dans toute la France, donc oui, on forme des gens partout, sur tous les métiers. C'est vrai qu'un petit tiers sur la partie ingénierie, tu vois, donc en gros un petit 20 000. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Non, d'accord, c'est pas assez, et puis on s'interroge sur. Non, c'est loin de suffire, et puis en plus on s'interroge beaucoup sur comment, quoi, quel métier. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis arrivé, je me suis dit, waouh, on va ouvrir un parcours de master, industrie du futur, ça va être nickel. Et en fait, ce vers quoi je m'oriente petit à petit, c'est on va plutôt viser un milieu technicien supérieur, bac plus 3, licence pro, voilà, et comme vous l'avez dit, plutôt lien plusieurs technologies et conduite du changement. Donc, après plein de nœuds à la tête et une vision très universitaire en arrivant, je pense que le besoin il est plutôt à ce niveau-là, aujourd'hui, par les contacts industriels que l'on a, les échanges que l'on a. Est-ce que c'est là où, en plus, où le CNAM est pertinent? Voilà. C'est là où on peut peut-être apporter sur l'ensemble du territoire quelque chose d'intéressant. Il répond presque à des gens. Je vais prendre des gens qui ont déjà un métier. C'est vrai. Dans ce métier, je les ai, je vais mettre le reste. Alors, ceci dit, pourtant, Pérez là, une expérience qu'on suit sur une filiale de Safran en Belgique. Bon, ils ont voulu faire industrie du futur, etc. Mais bon, comme vous savez, en Belgique, on est à 75% de syndicalisation dans le milieu industriel, et il se fait que dans l'usine en question, ils sont à 100% de syndicalisation. Donc c'est du dur, quoi. Et donc ils ont commencé à réfléchir là-dessus, et puis bon, ils se sont dit, on ne va pas y arriver. Et c'est une équipe de management intermédiaire qui a commencé à dire, au fond, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette industrie du futur? Et ils ont commencé à se projeter, pas sur le plan technique, sur le plan organisationnel et managérial. Disant, on veut un truc participatif, où les gens sont vraiment responsabilisés, on veut du fonctionnement latéral, enfin voilà, tous les mots-clés un peu de l'industrie libérée, etc. Et finalement, ils ont construit une usine en dehors de l'usine historique qui est là, au milieu des champs, et ils sont partis, ils n'ont pas fait de reconversion. Ils sont partis avec des nouveaux opérateurs qu'ils ont mis dans le bain, et ils ont dit voilà, on va construire cette usine ensemble, on va l'imaginer ensemble, donc c'est une expérience qu'on suit, je ne sais pas si ça va finalement être un succès ou pas, mais ils ont renoncé à la reconversion, donc c'est pour dire que ce n'est pas toujours facile. Oui, mais bon, c'est plus un constat d'échec qu'autre chose. Ouais. Anastasia, François, Emmanuel, on vous remercie pour votre présentation. On va faire un break d'une petite 10 minutes seulement, et dans 10 minutes, je reprends pour la finale. Ouais.